Bonjour à tous, je vais vous présenter les solutions politiques qui sont les seules justes mais qui méritent d'être corrigées et affinées grâce à votre participation et j'y reviendrai. Alors dans la vidéo sur la nation, je vous ai présenté des tableaux explicatifs, alors je vais m'en servir, c'était le but pour vous proposer les solutions politiques en 6 points. Dans chacune des 6 parties, la division sera la même, libérer, reconstruire. Le premier point, vous voyez, c'est le corps sociétal. Le besoin, c'est de consommer. Le bien qui permet de satisfaire ce besoin, c'est l'accès à la production. La mission du pouvoir politique, c'est donc de mettre en relation la consommation et la production. Et le moyen par lequel il peut le faire, c'est le contrôle de la masse monétaire et sa juste répartition dans la société. Pourquoi? Parce que l'argent, ce n'est pas la richesse, comme on croit, c'est une ressource commune à la collectivité, à tous, et qui constitue le titre d'accès à la production. Cette production qui est la seule vraie richesse. Saint Louis, il y a 800 ans, l'avait compris, qualifiant cette mission politique de premier devoir du roi, couplé à des politiques en faveur de la production. Il avait compris que le pouvoir de création de l'argent doit appartenir au public, à l'État, garant du bien commun, et non à des entités privées apatrides. Comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo sur la dette publique illégitime et impayable, ou dans les vidéos sur la fraternité, la saison 1. Il faut bien entendu, une fois que la nation est monétairement libérée, lancer des grands plans de reconstruction de l'appareil productif français. Ce pouvoir de création monétaire, c'est l'un des 6 leviers de la souveraineté. Je rappelle une équation simple, la souveraineté conduit à l'indépendance, qui conduit à pouvoir rechercher le bien commun sans qu'une bande de malades nous impose ce qu'ils pensent être bon pour nous, ou mauvais. En cas de succès, c'est la richesse collective, et en cas d'échec, c'est le manque, la pauvreté pour la majorité, la surabondance pour une minorité. Aujourd'hui, les 26 Français les plus riches ont autant que 25 millions de Français, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Je rappelle que le levier de souveraineté monétaire a été abandonné à la finance apatride entre 67 et 74, comme j'ai déjà expliqué. Depuis, nous sommes les enfants de la crise. Si on veut sortir de cette impasse, il nous faut un changement de paradigme économique et financier. La politique économique. Il faut mettre en place une politique économique au service de tous les citoyens héritiers du bien commun. Je vais vous présenter quelques mesures. Libérer d'abord l'économie de l'esclavage de la finance apatride en boutant les entraveurs apatrides hors la France. Ce sont des actes de libération. D'abord, répudiation de la dette publique. Pourquoi? Parce qu'elle est illégitime, elle provient d'un vol. Elle est mathématiquement impayable, c'est quand même une bonne raison. J'envoie la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Pas de répudiation, en conclusion, pas d'avenir. Sans argent, pas d'école, pas d'hôpitaux, pas d'armée, pas de police, pas de justice, pas de prison, pas de fonctionnaires, pas d'entreprise, pas de pont, pas de route, pas de production, pas de travail, rien, sinon la misère collective. Cet argent qui nous fait défaut cruellement aujourd'hui, ce n'est pas la vraie richesse. Ce n'est qu'une ressource, et cette ressource, elle ne doit pas appartenir à une caste. Au nom de quoi devrait-elle appartenir? À une caste de brigands qui, grâce à ce pouvoir, se comportent comme des seigneurs féodaux. Rien ne le justifie. J'ai démontré déjà que cet argent, ce n'est qu'une ressource dont la fonction est de mettre en relation la vraie richesse, la production avec la consommation. L'économie atteint son but si elle met les biens utiles en face des besoins à satisfaire des gens. C'est pas dur à comprendre quand même. Aujourd'hui, parce que le pouvoir de création monétaire est privatisé, nous vendons les vraies richesses collectives et notre avenir pour avoir le moyen d'échanger nos richesses réelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà où on en était en début 2020. Voilà le budget général de l'État avant la crise Covid. Je dis bien avant. Vous voyez là les prévisions de budget tirées de la loi de finances initiale, qui est une sorte de condensé de fake news et dont l'exposé général des motifs est assez hallucinant, morceau choisi. Un contexte de croissance française robuste. Le dynamisme de l'emploi et des mesures du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, laissez-moi rire. Les efforts en faveur du redressement de nos comptes entamés dès le début du quinquennat, bah voyons. La dette ne fait qu'augmenter, les efforts avec elle, et c'est sans fin. Les bons résultats obtenus par le gouvernement sur le front économique, en particulier l'abaissement du taux de chômage dans un contexte de croissance dynamique.
Alors là, on est chez les soviets. L'abaissement du taux de chômage en truquant tous les chiffres et en radiant, en excluant des chiffres du chômage tous les chômeurs. C'est simple, pour être chômeur, pour être comptabilisé comme chômeur, faut avoir 2 têtes et 5 bras. Ça fait pas beaucoup de monde. À quel prix économique et social doit-on en arriver pour avoir des statistiques en trompe-l'œil ? Ils s'en battent les couilles des vies humaines. Ils contrôlent façon 1984 les chiffres, les documents, les publications pour faire passer, bien grossièrement d'ailleurs, cette annonce. Seuls les crétins sont dupes et ils se dupent peut-être même eux-mêmes. Avant Covid, donc leur ambition, c'était un déficit public de 93,1 milliards d'euros. Toutes ces mesures drastiques contre les Français, tout ça pour que dalle, pour payer une dette mathématiquement impayable. Il faut liquider la dette, sans ça, pas d'avenir. Ça, faut le comprendre, faut l'intégrer. Si on la répudie, cette dette, et qu'on se débarrasse aussi du parasite UE, j'y viendrai après, on libère tout de suite 200 milliards et on en finit avec les déficits publics et on passe à plus 138 milliards d'euros. Alors on a tellement intégré le biais d'impuissance acquise, biais d'autorité, toutes ces choses-là que ça a l'air hallucinant. Mais c'est la seule chose à faire pour se libérer. Et au lieu d'être enfermé dans un petit précaré de pensée, là on sort du cadre, on reprend la main et on passe à l'attaque. Parce qu'il y a quelque chose de phénoménal, le biais d'ancrage et de cadrage, que ce soit pour le vaccin aujourd'hui ou pour auparavant la dette ou quoi que ce soit, la crise, le chômage, on est toujours dans le biais d'ancrage et de cadrage. On ne peut pas en sortir. Biais cognitifs sur lesquels je reviendrai dans une prochaine vidéo. Alors concernant les parasites qui profitent de ce vol, qui détiennent la dette française, on voit que ce sont des fonds de pension, fonds d'assurance, fonds d'investissement, banques, fonds spéculatifs. La dette est détenue à plus de 50% par les non-résidents et à 46% par des résidents français, 28% par des banques et assurances françaises, 18% par la Banque de France elle-même. Et de ce fait, il faudra nécessairement un audit sur la dette publique pour agir avec d'autres mesures parallèles développées ultérieurement, pour sortir de ce guépier avec précaution, puisque 28% de la dette publique est détenue par des banques et assurances françaises et 18% par la Banque de France. Il faudra certainement s'inspirer de l'exemple islandais dans lequel seule la part de la dette détenue par les non-résidents a été répudiée et il faudra restructurer le reste. Il y a plusieurs options possibles. Au total, 39 milliards économisés en ne payant dès lors plus les intérêts de la dette et plus de 140 milliards en ne remboursant pas le capital, ou à minima 75 milliards si on aurait répudie la dette détenue par les non-résidents. Alors oui, ça foutra un gros bordel, mais ça sera le prix de notre libération et il faudra d'autres mesures de soutien que je vais développer. Donc 114 milliards d'économies sans détruire les retraites, la sécu, le code du travail, plus de 30 milliards encore en boutant le parasite UE, qui nous coûte seulement en coût direct, si je puis dire, 30 milliards, soit plus de 140 milliards d'euros de libérés, et on pourrait lutter peut-être aussi contre la fraude fiscale. Sait-on jamais ? Ils ne connaissent même pas les chiffres de la fraude, par nature c'est vrai, c'est ce qu'elle pas. Et en plus, ils doivent pas avoir excessivement envie de le faire. Idem pour l'optimisation fiscale qui exploite les failles du système. Tout ce qu'on peut avoir, c'est une fourchette. L'administration fiscale table, elle, sur un manque à gagner entre 25 et 100 milliards d'euros. Si on rajoute l'optimisation fiscale, qui n'a que pour but de contourner l'impôt et taxes illégitimes, on pourrait tabler à grand minima sur une fourchette 3 fois plus haute, comme j'avais déjà montré. On se contentera de 100 milliards, 100 milliards de manque à gagner dans le budget. Et les plus grosses fortunes ou les plus grosses entreprises sont ceux qui fraudent le plus. C'est une évidence. Alors vous me direz, frauder, oui, mais optimiser, c'est pas frauder, c'est légal, oui, mais ça viole l'esprit de la communauté nationale. Et ce, même si vous avez des lois injustes et des mécanismes de bâtards comme le CICE ou les allègements de cotisations ou tout ce qu'on veut qui au final font qu'une grosse entreprise qui fait des profits monstres, voit les bas salaires de ses employés payés par l'État qui donne des milliards sans aucune contrepartie. C'est comme pour les banques, ils filent le flouze et espèrent qu'ils fassent des crédits, ou ici en l'espèce, que les grosses entreprises ne licencient pas. C'est quoi cet État qui baisse la culotte et qui croise les doigts pour ne pas se la faire mettre dans le cul ?
Donc 100 milliards en plus dans les recettes, eh bien ça donne ça, vous auriez 550 milliards de recettes. Allez, 500 milliards parce que la racaille, elle planque bien le pognon. Et vous avez des dépenses publiques, reversements aux collectivités territoriales comprises, 310 milliards donc de dépenses publiques. On dégagerait 200 milliards d'euros et on n'est même pas à 10 milliards près, hein, plus ou moins. Quand on s'attaque à la racine du mal, ça devient colossal ce qu'on peut dégager. On pourrait alors baisser les taxes et impôts de 100 milliards et en même temps, un en même temps savoureux, pour une fois, pris dans le bon sens, augmenter les budgets des ministères de 100 milliards. Et je ne parle même pas de la corruption, dont l'estimation en fourchette basse c'est 30 milliards, chiffre de 2016. Et là, je parle de détournement de fonds publics, de prise illégale d'intérêts, d'ingérence, d'escroquerie, de fraude, de faux, d'usage de faux, d'abus de biens sociaux, de corruption active ou passive au sens strict, d'abus de confiance, de détournement de fonds, de favoritisme, de recel, de fausses factures, de facturation excessive. Il y aura du monde en prison. Il va falloir construire dur. Bref, avec le système d'argent-dette, le budget de l'État, il est et sera toujours nécessairement en faillite. Faut le comprendre. Sans ce système, avec une monnaie libre, il faudrait une chèvre pour générer autant de déficits et a fortiori de dette publique. Et tout ce que je vous ai dit, c'était les projections plus ou moins fiables faites en début d'année 2020 par le gouvernement. On devrait dire le régime. Gouvernement, ça fait genre légitime, ce qui n'est pas du tout le cas, comme j'ai déjà expliqué. C'est le régime macronique. Donc ça, c'était avant le Covid et le confinement de malade qu'on nous a imposé pour retarder. C'est la seule raison. Une crise sans précédent, conséquence inévitable du système d'argent-dette et l'ultralibéralisme acharné, bouc émissaire également parfait et levier idéal pour nous imposer une architecture d'oppression totalitaire. Désormais, le solde budgétaire 2020 sous-jacent au projet de la loi de finances pour 2021, tel que révisé par le gouvernement, régime macronique, c'est 195,2 milliards d'euros. Et la racaille va emprunter 260 milliards sur les marchés, dont 60 milliards pour abonder le plan de relance de 100 milliards et 40 milliards donnés par l'UE, ces 40 milliards d'euros vont nous coûter 100 milliards d'euros, comme j'avais déjà expliqué un épisode précédent à la fin de la saison 2. Et quelle prouesse, tout ça au nom de la dette commune et du fédéralisme de la racaille. Et vous avez ces crétins qui vous disent, France relance, pour éviter que ne s'installe le cancer du chômage de masse, oh, quelle analogie de racaille, dont hélas, hypocrite, notre pays a trop souffert, c'est pas le pays qui souffre, hein, surtout ceux qui sont blindés comme ces racailles qui touchent leur traitement, salaire et indemnité quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, mais c'est les vrais gens qui trinquent, qui souffrent, qui ne savent pas de quoi demain sera fait, et ces gentils sauveurs qui nous niquent à coups de milliers de milliards depuis 50 ans, nous disent de façon triomphale, nous décidons d'investir massivement 100 milliards d'euros, dont 40 milliards sont issus de financements obtenus de haute lutte auprès de l'UE. Se battre pour obtenir 40 milliards qu'on paiera au final 100 milliards, ça s'appelle pas se battre, ça s'appelle baisser la culotte et se la faire mettre bien profond. Bande d'hypocrites, si vous voulez arrêter tout ce merdier, faut répudier la dette, quoi qu'il en coûte, car ce building de la dette que j'ai fait donc en 2018, faudrait corriger pour 2026, car en 2021, ça sera déjà 2800 milliards d'euros de dette, s'il vous plaît. Rassurez-vous ou pas, ils veulent se servir de ça pour accélérer l'ultralibéralisation de la société et donner les clés de la France à l'UE dans le cadre fédéraliste, pour lequel la dette un jour sera effacée, tout comme nos libertés. Et on sera des produits esclaves de la finance apatride, des produits à code barre, et non pas des citoyens héritiers du bien commun. Donc répudier la dette, sinon pas d'avenir. Il faut aussi procéder, sans délai, à la répudiation des traités féodaux illégitimes conclus sans le consentement du peuple. Traités sur l'Union européenne, TFUE, MES, TSCG. Pourquoi ? Parce qu'ils gravent la dette publique dans le marbre européen. On ne peut pas la répudier, la dette, si on ne répudie pas ces traités parasites. Ils imposent le vice monétaire,
En donnant aux banques privées le privilège de faux monnayeurs, et ça ne gêne aucune chèvre politique, ils imposent une politique ultralibérale de spoliation destructrice du patrimoine public, des services publics, de l'industrie, de l'agriculture, des services, des emplois, etc. Ils empêchent la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, pire, ils la favorisent. Et ces traités, enfin, violent la souveraineté, la démocratie et la séparation des pouvoirs, en imposant un droit parasite qui vise à effondrer les États-nations pour nous transformer en produits à code barre. On peut rajouter que ça coûte 30 milliards en coût direct, j'avais déjà expliqué pourquoi dans le pognon de dingue, après 30 milliards, c'est pas ce que ça coûte, au vu des centaines de milliards qu'on nous pique chaque année, c'est pas l'argument premier. Les coûts indirects, en revanche, sont phénoménaux. Ensuite, comment dégager le parasite ultralibéral? L'article 50, surtout pas par l'article 50 du traité sur l'Union européenne. L'indépendance nationale ne se négocie pas. On ne discute pas pendant 2 ans, voire 4 ans, en demandant aimablement pendant tout ce temps-là, voulez-vous retirer votre bite de mon cul en douceur, s'il vous plaît? Pour paraphraser De Gaulle dans le tome 2 de C'était De Gaulle de Perfit, c'est de la rigolade. Vous avez déjà vu un grand pays s'engager à rester couillonné 2 ans de plus sous prétexte qu'un traité illégitime imposé au peuple contre sa volonté a prévu de le couillonner 2 ans de plus? Non, quand on est couillonné, on dit je suis couillonné, et bien voilà, on fout le camp. C'est tout. Il faudra répudier les parasites. Et comment on fait pour bouter ces parasites hors de France? Eh bien, par le traité de Vienne du 23 mai 1969, appelé Traité sur les traités, grâce à son article 62, en pleine conformité avec le droit international, s'il vous plaît, intitulé donc Changement fondamental de circonstances. Ce changement fondamental de circonstances dont il est question doit avoir constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées, et doit avoir pour effet de transformer radicalement la portée des obligations. Ce changement radical, c'est le peuple qui reprend son pouvoir souverain. Je précise que le président, selon la Constitution, est le garant de l'indépendance nationale. À ce titre, il a le devoir constitutionnel de dénoncer un traité qui a été imposé contre l'avis du peuple et bafoue de plus au plus haut point le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, reconnu dans le préambule de ce traité de Vienne, et bafoue notre constitution qui repose sur les principes de la souveraineté et de la démocratie, parce que ce parasite, justement, par son incorporation dans la constitution, suite aux révisions constitutionnelles de trahison avec les complicités des 3 pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, nous nique la souveraineté nationale et la démocratie pour imposer une dépendance nationale et la souveraineté européenne et une dictature oligarchique au lieu et place de la démocratie. Alors précision, il ne s'agit pas d'un Frexit, les Français ont refusé la Constitution européenne et malgré ça, les parasites l'ont intégrée sous une forme différente à notre Constitution comme un gros morpion. La France ne sort de rien, elle dégage les parasites qui la pompent. L'autre ne sort pas du parasite, la pomme ne sort pas du verre, ni le cul de la bite. La France ne va pas soulever sa petite robe pour aller faire trempette un peu plus loin dans l'océan. C'est pas un Frexit qu'il faut, sinon on consent dans la sémantique à la défaite avant même le combat. Ce qu'il faut, ce dont on a besoin, c'est un you exit, un you te barre, un you te casse, un you dégage. Parasite suceur d'avenir. Je précise que personne n'est eurosceptique selon le terme de nos langues consacrées, ou même europhobe. Tout le monde est euro-convaincu, on connaît notre géographie, on sait que la France est en Europe, elle n'est pas en Asie, en Afrique ou en Amérique. C'est un fait, il ne s'agit pas d'être géographicophile ou géographicophobe. La géographie n'a rien à voir avec la politique et avec la façon dont on est gouverné. Donc eurosceptique en plus, ça fait mollasson. Ouais, j'ai un doute que ce soit bien. Non, aucun doute que c'est mal. Et ce n'est même pas européen, c'est apatride. Alors on dirait plus je suis financiaro-apatrophobe. Voilà, si on veut du moche. Lancement d'un grand plan de retour au monopole public de la création de la monnaie pour une gestion saine de l'économie. Redonner à la Banque de France la mission de financer l'État et les collectivités locales, recréer les leviers du circuit du trésor pour un financement de l'État hors marché, resanctuariser l'or de la Banque de France, s'il vous plaît, il faut sauver notre or,
Il appartient à l'État et donc à tous les Français. La racaille qui nous gouverne l'a désanctuarisé par l'association de la Banque de France avec JP Morgan, pour que l'or des Français serve de garantie au swap or contre devise, contrat d'échange or contre devise, et de garantie dans les contrats de leasing or, location d'or, et tout ça sous la supervision de Sylvie Goulard, nommée sous-gouverneur à la Banque de France après avoir été ministre de la guerre et refusée au poste de, de commissaire européenne à cause de ses casseroles. Il y aurait beaucoup à dire. On le sent, ils veulent constituer un oligopole bancaire européen avec notre or, en s'alliant avec la finance apatride Made in USA. Sans parler que début 2019, l'État a liquidé la seule entreprise capable de faire des billets et banques haute qualité et cartes d'identité, passeports, etc. Tout ça pour quelques millions d'euros. Racaille. Imposer ensuite aux établissements financiers de détenir des réserves auprès de la Banque de France égales à 100% de leur compte courant, sinon elles créent de la monnaie tranquille avec leur stylo ou leurs petits doigts, et ça ne serait dès lors plus possible, les dépôts referaient les crédits comme ça doit être. Si on veut une bonne économie saine. Séparation étanche également des banques de dépôt et d'investissement. Nous renforcerons et ferons appliquer efficacement la loi de séparation des activités bancaires du 26 juillet 2013 qui en l'état n'est qu'un pur enfumage. Seules 2 grandes banques sur une quinzaine ont annoncé une filialisation, mais de moins de 1% de leur activité et on attend toujours le décret d'application. Les licences bancaires pourront être suspendues ou retirées au titre de sanctions administratives. C'est un pouvoir colossal que l'État a déjà, mais n'utilise jamais. Dans le même sens, il faudra lutter contre la fraude fiscale et au détournement de la loi par une augmentation très conséquente du budget et des moyens pour les enquêteurs financiers, réformer le code pénal pour instaurer des sanctions financières faramineuses sur le modèle américain du DOJ, Department of Justice. Faire sauter le verrou de Bercy, totalement, pour tout délit financier. L'indépendance des magistrats aussi, du parquet, il faudra la réaliser au nom de la séparation des pouvoirs. Et puis du droit à un procès équitable et des droits de la défense. Donc fin du pouvoir de nomination, de sanction du garde des Sceaux, s'il vous plaît, à l'égard des magistrats du parquet. Au retour de l'exit tax, pleine et entière, et de l'ISF, et mise en place d'un mécanisme aussi d'autoliquidation généralisée de la TVA pour les opérations nationales entre entreprises, plus de 14 milliards d'euros par an de fraude actuellement. Conserver aussi le cash, et là il faudra recréer un leader dans le domaine du papier sécurisé. Ensuite, il faudra sanctuariser les secteurs publics stratégiques, renationalisation. Le préambule de la Constitution est bafoué depuis 50 ans. Redeviendront sur le champ propriété de tous les Français les entreprises qui concourent à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, comme le commande l'alinéa 9 du préambule de 1946, qui aujourd'hui a valeur constitutionnelle, mais tout le monde s'en torche. Le préambule de 1946, alinéa 9, énonce tout bien toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Ça concerne tous les secteurs, je vous laisse deviner et on pense au même, je précise, le premier, c'est la monnaie, c'est un bien qui a les caractères d'un service public, comme je l'ai dit, il faudra faire aussi pour une grande chaîne de distribution, ou pour l'eau, l'électricité, la gestion des transports, dont les autoroutes, les aéroports, l'information, ou stratégique, bref. C'est fondamental, c'est totalement fondamental. Et a fortiori, il faudra stopper la privatisation rampante dans tous les secteurs publics, j'y reviendrai à l'épisode 5. Ensuite, création d'un nouveau modèle économique fondé sur l'idée que le citoyen est héritier du bien commun. Là, je vais vous présenter quelques mesures. D'abord, au titre de la fraternité horizontale entre êtres humains, coopérer et non exploiter. Il faut l'instauration du dividende universel pour commencer à créer pour tous les citoyens des revenus indépendants de leur participation à la production. Il ne s'agit pas d'une aide sociale d'assistance offerte à par bonté magnanime à des miséreux. Non, il s'agit du droit le plus sacré des enfants à hériter de leur mère patrie. Ensuite, mise en place de la monnaie libre au niveau national pour sortir du diktat des marchés mondialisés
et de monnaie libre au niveau local pour favoriser les échanges locaux et circuits courts. Elles existent déjà, il faudrait s'appuyer dessus et les généraliser, j'y reviendrai. Mesure complémentaire indispensable, mise en place d'un mécanisme d'ajustement des prix, l'escompte compensé. Il est indispensable, selon la doctrine du crédit social, que j'ai déjà expliqué en saison 1 sur la fraternité, pour équilibrer constamment le pouvoir d'achat avec la production offerte, ce qui évite toute inflation, toute déflation. Ensuite, création d'un compte citoyen héritier du bien commun à la Banque de France pour chaque citoyen, abondé par le versement du dividende universel, création monétaire utile distribuée entre tous les citoyens par égal, et des profits générés en tant qu'actionnaire des services publics. La création monétaire devrait être faite par un organisme de l'État créé ad hoc et bénéficierait à part égale à tous les citoyens annuellement, et on pourrait imaginer que cet argent soit bloqué au moins en partie par l'État pour financer les entreprises renationalisées, le temps de transformer tout citoyen en actionnaire des sociétés nationales pour réaliser le capitalisme citoyen fraternel. Chaque citoyen touchera à ce titre des dividendes annuels en fonction des résultats obtenus par ces sociétés nationales à titre d'actionnaire donc du bien commun, augmentant leur pouvoir d'achat. Après avoir renforcé les revenus non liés à la participation à la production, il faudra également et logiquement renforcer les revenus des citoyens liés à leur participation à la production. Suppression totale de la CSG-CRDS, devenue inutile suite à la répudiation de la dette. On paye 10% pour ces conneries. Nous libérons ainsi le pouvoir d'achat. Et on pourra rendre aux Français qui travaillent ou qui sont en retraite un bon 13e mois sur les prélèvements annuels et un 14e mois sur le paiement de l'impôt sur le revenu, ce qui augmentera la consommation et donc les ressources fiscales de l'État sans taxer davantage. Reprendre le contrôle ensuite des instruments qui permettent de protéger et d'encourager l'emploi. Il faut dénoncer ces accords de libre-échange comme le CETA et autres enculades, fondamentalement contraires à nos intérêts environnementaux, sanitaires, économiques, sociaux, politiques et tout ce qu'on veut. Relèvement de nos droits de douane appliqués, à mesure bien sûr que nous reconstruirons notre industrie, sinon ça n'a aucun sens, pour qu'ils soient conformes avec nos droits consolidés, tels que définis à l'OMC, notamment dans les secteurs clés, secteur agricole, et je précise que l'UE, c'est la zone au monde où les droits de douane sont les plus bas. Rétablissement des contrôles et mouvements de capitaux. Là, il s'agit d'autoriser les délocalisations constructives et d'interdire les délocalisations destructrices d'emplois, ce qui est impossible aujourd'hui à cause de l'UE qui a libéralisé les mouvements de capitaux. Ensuite, subventions aux entreprises nationales. Aujourd'hui, c'est impossible à cause des règles de la concurrence de l'UE qui, dans le même temps, favorisent le tissu industriel d'autres pays comme l'Allemagne par des critères non compatibles avec nos PME et par l'euro. J'y reviendrai dans la prochaine vidéo sur la défense. Relocalisation de l'emploi dans toutes les régions françaises. On pourrait appeler ça un projet écoloc. Il faudrait réfléchir avec tous les acteurs concernés et de façon pluridisciplinaire, en immilant des start-up vertes, en récupérant les compétences et les savoir-faire traditionnels de nos compatriotes, en y injectant des subventions pour recréer ce tissu français, en investissant dans les infrastructures, en mettant l'accent sur les énergies libres. La France a inventé quasiment tous les moyens de transport et on a des inventeurs de génie tout au long de son histoire. On pourrait citer Jean Pain, inventeur du compost à broussailles, totalement méconnu, qui faisait pousser tout partout, même dans les sols stériles et sans arrosage ou désherbage ou traitement ou de travaux des sols, qui chauffait sa maison et faisait tourner aussi un générateur d'électricité au roulé avec sa 2 chevaux avec du méthane issu du compost, ou Jean Chambrin, inventeur du moteur à eau, s'il vous plaît, ou Philippe Digiorno, l'inventeur du polytère, de l'eau solidifiée, pour éviter le gaspillage de l'arrosage des plantes. Enfin, il y a 1000 autres choses, comme la possibilité de transformer à l'aide d'un catalyseur le CO2 en carburant ou gaz naturel. Et c'est par des inventeurs de génie et par la recherche et développement, soutenus par l'État en favorisant des approches multiformes et l'entrepreneuriat,
mêlant la permaculture, la géothermie, qu'on pourra redonner vie à nos territoires aujourd'hui abandonnés et en faire des fers de lance de notre nation avec l'objectif plus large de casser tous les monopoles dans les énergies et dans d'autres domaines. Il s'agira de garantir la souveraineté alimentaire biologique en soutenant tous les agriculteurs. Aujourd'hui, on importe la majorité de nos fruits et légumes, c'est juste pas possible. 85% de nos légumes, fruits, blés chimiques sont importés. Nous sommes dès lors tributaires de toute une série d'aléas sur ces produits importés. La chaîne d'approvisionnement par des plateformes logistiques régionales travaille à flux tendu avec peu de réserves et de lieux de stockage par rentabilité financière. Ça accroît les risques sanitaires. Alors si en plus il y a des risques liés à des virus, on s'en sort plus, et ça pèse à la fois sur notre capacité à nourrir les Français en cas de problème, ou ce qui pèse aussi sur la santé et la nature. Il faudra favoriser les productions locales, les circuits courts, les ventes directes, en créant des écosystèmes de vie locale, des bonnes pratiques, et en ce sens, des monnaies locales, par exemple, pourraient être utilisées uniquement au service de cet objectif. Il faudrait penser en coopératif et en horizontal. Et en liberté, et liberté d'entreprendre. Un grand chantier de refonte du code du travail pour le rendre juste, efficient, lisible, enfin tout ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Il y a beaucoup à faire. Renforcer le pouvoir d'achat des citoyens aussi, baisse de la TVA de 20 à 10%, et oui, en giclant la finance apatride, on peut enfin avoir la justice. La TVA, ça rapporte 125 milliards d'euros chaque année, et ça grève les budgets des citoyens, et dès lors, ça ne rapportera plus que dans les 60 milliards, mais peu importe pour deux raisons. On aura 100 milliards de baisse d'impôts à dispatcher, donc encore 40 milliards après ça pour les entreprises, et en plus avec un pouvoir d'achat amélioré, et bien ça consommera encore plus. Nationaliser une grande chaîne de distribution, là, qui assurera des prix justes aux fournisseurs agricoles, locaux ou consommateurs. Les autres grandes surfaces devront rogner leurs marges pour rester dans la concurrence. Quelle belle idée. Contrôle du prix des loyers et politique de construction des logements, j'y reviendrai. Une fraternité verticale avec la nature, lancement du grand chantier de développement durable. La bio-inspiration, économie du savoir techno-écologique devra être encouragée sans que le profit immédiat soit sa seule perspective. Dès lors, il faudra valoriser notre territoire maritime, le premier territoire au monde s'il vous plaît, avec 12 millions de kilomètres carrés. Notre souveraineté territoriale est la 5e au monde en termes de superficie tout de même. Garantir la souveraineté alimentaire et biologique en favorisant les productions locales, les circuits courts, les ventes directes, indiqué. Grand chantier de réforme agraire aussi. On a bétonné depuis les années 60 les terres agricoles pour en faire des supermarchés du mondialisme. Ça ne va pas, il faut stopper ce massacre. Garantir l'indépendance de la recherche et développement. Il faut la découpler de l'objectif d'efficacité immédiate en donnant les moyens matériels, financiers, juridiques, humains, la liberté totale d'accomplir un projet porteur d'avenir, et en obligeant également à une parfaite transparence des fonds et des affiliations des chercheurs qui seront surveillés de près en contrepartie. Assurer une diffusion libre d'une partie des projets par le biais de l'open source pour favoriser la coopération avec les autres pays et casser les monopoles, favoriser les startups vertes en leur donnant des moyens matériels, financiers, juridiques et humains pour que naissent des projets de coopération avec la nature visant à mettre en œuvre des solutions innovantes de dépollution et de traitement des déchets, ça existe, même pour le plastique, il faut les moyens et la volonté politique. Mettre à profit les services écosystémiques dans la construction des logements et des quartiers pour réduire l'énergie consommée, diminuer les gaspillages industriels en termes de consommation des ressources naturelles, développer des projets alternatifs à la 5G pour une couverture numérique qui respecte l'homme, les animaux et la nature, mettre fin au Linky, développer la permaculture et autres techniques multidisciplinaires dont la productivité est supérieure à l'agriculture chimique nocive pour organiser de nouvelles villes vertes porteuses d'emplois et réorganiser les villes actuelles en se réappropriant le plan d'occupation des sols, préserver les sols, les terres arables et les terroirs de l'ultra-productivisme ultra-libéral et ultra-nocif. Il faudra aussi
Assurer l'entretien et la rénovation des centrales nucléaires, assurer leur sécurité pour éviter les accidents nucléaires inévitables, faute d'entretien drastique. Il y aurait beaucoup à dire, et des sites dangereux, sinon catastrophe en vue. Alors aujourd'hui, faute de pognon, le nombre d'inspecteurs baisse, mais le nombre de leurs missions augmente. Alors on fait comment? Tout ça parce que 1. Politique ultralibérale de merde, et 2. Pas de pognon à cause du système d'argent-dette. Ensuite, interdiction totale et définitive du brevetage du vivant si prisé par l'Union européenne et la libéralisation du commerce des semences traditionnelles interdite par le Conseil constitutionnel, que tous puissent en faire commerce, s'il vous plaît, quand même. Destruction progressive des vieilles tours d'habitat indignes et relogement dans des conditions dignes afin de faciliter l'insertion dans le monde du travail et d'éviter la stigmatisation et les trafics. Et à ce titre, je développerai après. Il faudra aussi construire des prisons et y mettre à la fois la racaille du haut et la racaille du bas, qu'on aura délogé. Valoriser la ressource environnementale de l'outre-mer en y mettant les moyens financiers, humains, matériels nécessaires, enfin le minimum. La montagne d'or en Guyane, par exemple, n'y est. Investir, préserver, conserver ces joyaux. Dans le même sens, protéger de la meilleure façon possible la biodiversité, la beauté des paysages français et cette ressource fondamentale qui est l'eau douce, qui représente, si on compare la Terre à une orange, eh bien la taille d'une épingle. Voilà donc l'ensemble des mesures économiques utiles pour notre pays. Alors on va vous dire, oui, vous n'y pensez pas pour X raisons. Ceux qui vous diront ça voudront jouer sur vos biais cognitifs pour vous maintenir en état d'esclavage. La France est une nation libre qui n'a pas à se soumettre aux diktats de la finance apatride. Alors, vous leur direz qu'on se passera d'eux, les mythos manipulateurs, dont on verra ce qu'on pourra faire dans les prochaines vidéos. Merci de votre écoute et à bientôt.